je vais vous parler. L'objectif de cette étude, c'était de confirmer les résultats de Patrick Garcia. Alors, faire une étude en double aveugle, là, j'avoue que je n'avais pas trop la possibilité. Mais par contre, j'avais un avantage peut-être, c'était, comment dire, bon, l'avantage, je vous le dirai après. En fait, notre hypothèse, c'était de confirmer que le traitement propositif améliore la lecture des enfants dyslexiques. Notre deuxième hypothèse, c'était confirmer que ce traitement améliorait aussi les troubles d'intégration multisensorielle, parce que voilà, il faut le démontrer, et montrer que ces améliorations étaient corrélées. Alors, pour cette étude, alors on a eu un petit problème méthodologique, que voulez-vous, on avait prévu 3 groupes. On avait prévu un groupe avec des enfants qui avaient une prise en charge proprioceptive seule, un groupe avec une prise en charge orthophonique seule et un groupe avec une prise en charge proprioceptive et orthophonique, parce que moi je suis persuadé que le traitement proprioceptif va potentialiser, va améliorer le traitement orthophonique. Mais malheureusement, on n'a pas le recrutement, recruter des enfants qui avaient arrêté l'orthophonie, des enfants qui continuaient l'orthophonie. Et pour le groupe proprioceptif, il fallait des enfants qui avaient arrêté l'orthophonie et qui, par tirage au sort, faisaient soit proprioception seule ou soit proprioception et orthophonie. Le recrutement se faisait par les orthophonistes et je pense qu'en fait les orthophonistes ont peut-être été en difficulté pour recruter des enfants qui avaient arrêté l'orthophonie. Hein, c'est mon impression. Je pense que ça n'a pas été si facile que ça de recontacter des enfants qui avaient arrêté l'orthophonie. Et en fait, au bout de 9 mois, on avait bien recruté au niveau orthophonie, mais au niveau orthophonie et proprioception, mais on n'avait recruté qu'un seul enfant au niveau proprioception. Donc, on a décidé de supprimer le groupe proprioception seul et on a constitué un groupe contrôle d'enfants du même âge à 9 mois. Donc, on a inclus 33 enfants et les critères d'inclusion, c'était bien sûr des enfants dyslexiques qui avaient au moins 2 ans de retard ou 2 écarts types et qui avaient bénéficié d'au moins 2 ans d'orthophonie. Et on a fait des évaluations assez poussées. On a fait des évaluations au niveau de l'intégration multisensorielle avec la recherche de scotome visuel, la recherche de troubles de la localisation spatiale. On a fait une évaluation de la lecture classique avec le test de l'Alouette, et le critère principal était l'indice C. Donc l'indice C, c'est le nombre de mots correctement lus par l'enfant en 3 minutes. Et surtout, et c'était ce que je voulais vous évoquer, notre peut-être force dans notre étude, on a fait une évaluation de la lecture silencieuse. Alors pour faire ça, en fait, on évalue, on mesure le mouvement oculaire des yeux de l'enfant pendant la lecture grâce à un oculomètre, hein, donc c'est un dispositif très précis. Ça nous évite une chose, ça évite le biais de la parole. C'est-à-dire que quand on évalue la lecture orale, en fait, l'enfant doit parler. Donc, s'il a des difficultés articulatoires, ça va perturber sa lecture. Par contre, en lecture silencieuse, il n'y a que les yeux qui bougent. L'enfant n'a pas besoin de parler. Donc, on évite éventuellement ce biais du langage oral. Alors, la lecture, l'analyse des mouvements oculaires lors de la lecture permet aussi d'avoir des données vraiment très objectives sur l'accès lexical. Alors, l'accès lexical, c'est le temps que je vais mettre pour reconnaître le mot. D'accord? Et en fait, pour avoir l'accès lexical, utilise les 2 voies. Vous avez peut-être déjà entendu parler, soit la voie visuelle, c'est-à-dire que c'est un mot, je le reconnais dans son entièreté visuellement, donc c'est dans ma bibliothèque lexicale, le mot je connais, je le reconnais, donc c'est l'accès lexical, la voie directe. Et l'autre accès lexical, c'est par la voie phonologique, c'est-à-dire que le mot, en fait, je ne le connais pas, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque lexicale, et par l'association phonologique, je vais recréer le mot, d'accord? Je vais créer un mot, et c'est ce qu'on appelle la voie phonologique. Et l'accès lexical, en fait, étudie donc la voie lexicale directe et la voie phonologique indirecte. Elle permet aussi, cette lecture silencieuse, l'analyse des mouvements oculaires, de mesurer l'effet de fréquence des mots. Un mot que vous lisez fréquemment, vous allez le lire beaucoup plus rapidement, ça va être rapide. Un mot que vous lisez, que vous voyez rarement, vous allez mettre un petit peu plus de temps. Et ça, chez tout le monde, normolecteur ou pas. Mais là, chez les enfants dyslexiques, on a la même chose, mais sauf que c'est vraiment beaucoup plus important. Un mot qu'il ne connaît pas, parfois, il peut s'arrêter, parce qu'il va mettre une seconde et demie, 2 secondes à le lire, alors qu'un mot qu'il connaîtrait mettrait 300 millisecondes à le lire. Et ça nous permet aussi de mesurer la taille des saccades, c'est-à-dire que pendant la lecture, je déplace mon œil et à chaque fois, hop, mon œil saute, et ce sont des saccades. Et en fait, la lecture de l'enfant dyslexique, les saccades sont vraiment très courtes.
Donc, par rapport à cette étude, donc on a évalué les enfants à 9 mois, au point de départ, en baseline, et ensuite on les a évalués à 9 mois. Donc, on a mesuré donc, les troubles d'intégration multisensorielle, hein, et on a regardé à 9 mois. Donc, à 9 mois, en fait, on a une amélioration uniquement pour les enfants qui ont eu une prise en charge proprioceptive. Les enfants qui ont eu un suivi orthophonique seul n'ont aucune amélioration au niveau des troubles d'intégration multisensorielle. Le tonus avec le traitement proprioceptif est amélioré dans 100% des cas. La localisation spatiale, 70% avaient, au bout de 9 mois, une localisation spatiale qui était stabilisée. Donc, ils étaient passés en orthophorie verticale, avec une valeur statistique importante. Et au niveau des pseudoscotomes, donc c'est scotome perceptif, hein, le fait d'avoir des morceaux visuels qui disparaissent quand il y a un son, 50% ne présentaient plus de scotome, et avec un effet vraiment important. Donc, on a vraiment au niveau de troubles d'intégration multisensorielle, oui, le traitement proprioceptif améliore. C'était bien, c'est démontré, c'est une bonne chose. Donc, les données sensorielles deviennent beaucoup moins aléatoires. Donc, je vais peut-être mieux prédire. Ensuite, au niveau... Alors, c'est la seule diapo qui est en anglais, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de la traduire. Donc ce travail, oui, je le précise, j'ai pu le présenter à l'International Congress of Psychology. En fait, c'est un congrès qui a lieu tous les 4 ans. Il y a des congrès nationaux de psychologie et tous les 4 ans, il y a un grand congrès international. Donc, il y a eu 9500 soumissions, d'accord, et on a eu la chance d'être accepté en communication orale. Voilà, parce que je pense que notre travail est relativement intéressant et solide. Au bout de 9 mois, donc, vous avez en orange les enfants qui ont une prise en charge orthophonique seule. Là, on parle en écart type. Donc, on fait référence à l'âge de l'enfant. D'accord. Donc, par rapport à l'âge de l'enfant, au bout de 9 mois, l'enfant, par rapport aux enfants du même âge, en fait, il perd. Mais je vous l'avais déjà expliqué. Un enfant dyslexique gagne 2 mois, 3 mois d'âge de lecture en 1 an. Les autres enfants gagnent 12 mois. Ce qui veut dire que l'écart se creuse. Et là, malheureusement, on en a la confirmation. Il n'y aurait pas eu de traitement orthophonique, si ça tombe, l'écart aurait été beaucoup plus important. Mais là, on n'a pas pu le chercher. Et en cas d'ajout de la prise en charge proprioceptive, on voit que non seulement on ne perd pas, mais en plus de ça, on a un gain par rapport au groupe qui n'a pas eu d'ajout de la prise en charge proprioceptive. Donc le gain est quand même de 2 écarts types, en 9 mois, avec une taille d'effet, donc ça c'est une valeur statistique qui est à 1. Alors il faut savoir qu'en médecine, si on a une taille d'effet qui est en dessous de 8, certains auteurs disent qu'il ne faut pas publier. Il ne faudrait pas que les essais cliniques qui ne montrent pas d'effet inférieur à 8, à 0,8 soient publiés. Nous, on a une taille d'effet qui est très importante, elle est à 1, en fait, à peu de choses près. En moyenne, hein, dans les interventions sur la dyslexie, les tailles d'effet est à 0,37, ce qui est vraiment peu, et ce qui est de l'ordre un petit peu de l'effet placebo. Ensuite, la deuxième chose qu'on a fait, c'est l'évaluation de la lecture silencieuse, donc de la durée de regard. Donc, l'accès lexical, hein, c'est le temps pour l'œil, quand il se pose sur le mot, pour reconnaître le mot. Et vous voyez, donc les deux groupes, alors speech, c'est orthophonie, et proprioceptive et speech, c'est orthophonie et proprioception en bleu. Vous voyez, par rapport au point de départ, les deux groupes, vraiment, sont très différents du groupe contrôle. Et à 9 mois, le groupe orthophonique seul reste différent du groupe orthophonie et proprioception et reste différent du groupe contrôle et est devenu différent du groupe orthophonie et proprioception, et il n'y a plus de différence entre le groupe orthophonie et proprioception et le groupe contrôle. Donc on a vraiment une normalisation, on a normalisé cet accès lexical. Alors ensuite, on a aussi évalué ce que je vous avais dit, c'est l'effet de fréquence des mots. En fait, on se retrouve avec le même schéma. Au point de départ, il n'y a pas de différence entre les deux groupes d'enfants dyslexiques qui aient une prise en charge orthophonique seule ou orthophonique et proprioceptive, que ce soit pour les mots de basse fréquence ou les mots de haute fréquence. Vous voyez, les mots de basse fréquence, il faut quand même beaucoup plus de temps pour l'enfant, pour les enfants dyslexiques, pour le lire. C'est près de 2 fois plus de temps que le groupe contrôle. Et par contre, pour les mots de haute fréquence, on a une différence qui est quand même un petit peu moins importante. Et à 9 mois, j'ai envie de dire, on a vraiment la différence qui persiste entre le groupe orthophonique seul et le groupe contrôle. Et c'est une différence qui est vraiment très peu significative. On est marginalement significatif.
Par contre, ça, c'est pour les basses fréquences. Par contre, pour les hautes fréquences, ça persiste. Donc, pour les groupes, et il n'y a plus de différence entre le groupe orthophonique et proprioception et le groupe contrôle. Donc, on se retrouve aussi à avoir normalisé chez les enfants dyslexiques cet effet de fréquence. Et en dernier, donc, la taille des saccades. Alors, le groupe contrôle, vous voyez, ils ont des saccades qui font, c'est en degrés d'angle, hein, qui font 3,4 degrés. Et vous voyez, les deux groupes d'enfants dyslexiques ont des saccades qui sont inférieures à 3. Et à 9 mois, il n'y a plus de différence en cas d'ajout de la prise en charge proprioceptive et les enfants qui ont une prise en charge orthophonique seule. En fait, il n'y a pas d'amélioration. Donc, on se retrouve aussi à avoir normalisé la taille des saccades des enfants. Alors, ensuite, le troisième élément qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'il y avait une corrélation entre la lecture orale et les troubles d'intégration multisensorielle? Parce que si on pense qu'on peut améliorer, on doit retrouver une corrélation, et on retrouve une corrélation effectivement entre la présence d'une difficulté à lire et la labilité et le trouble de la localisation spatiale, même chose pour les scotomes. Alors, cette corrélation n'est pas très forte, hein, elle est faible, mais elle existe, et puis elle a une valeur statistique qui est quand même assez importante. Alors, c'est quand même avec peu d'enfants que cet effet. Entre les troubles d'intégration multisensorielle, entre les scotomes et la localisation spatiale, là, on a une corrélation qui est vraiment très forte. Et entre les tests de lecture orale et lecture silencieuse, on retrouve des corrélations qui sont quand même plus ou moins fortes. 0,7, c'est quand même une corrélation assez élevée. Donc, nous avons confirmé en fait nos trois hypothèses qui étaient est-ce que le traitement proprioceptif améliore la lecture des enfants? Ben oui, et on l'a confirmé de façon très solide. Est-ce que ça améliore les troubles d'intégration multisensorielle? Oui, aussi. Et est-ce que c'est corrélé? Oui. Alors, donc en fait, on a confirmé dans cette étude le travail précédent de Patrick Kersia, mais là, on l'a confirmé certes sur la lecture orale, mais on l'a aussi confirmé sur la lecture silencieuse. On a démontré que tous les enfants présentaient donc des troubles d'intégration multisensorielle. Et ce qu'on montre, en fait, avec l'accès lexical et l'effet de fréquence, le fait de le normaliser, ça montre que le processus phonologique altéré que sont l'accès lexical et l'effet de fréquence sont bien secondaires à quelque chose d'autre. Et là, dans le cas présent, un trouble d'intégration multisensorielle. Ça ne s'améliore qu'en cas d'amélioration des troubles d'intégration multisensorielle. La normalisation des saccades, de la taille des saccades, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir une saccade longue, je dois avoir des informations, parce qu'en fait, une saccade, c'est quoi? J'ai des informations, un peu comme un tirailleur, hein, c'est un peu comme un coup de canon, un obus que j'envoie. Une fois que j'ai lancé la saccade, je ne peux plus la corriger, en fait. Elle est lancée. Donc, pouvoir la lancer et atteindre ma cible, il faut que j'ai de bonnes informations, il faut que j'ai de bonnes données. Le fait d'avoir amélioré la longueur des saccades, ça veut dire que j'ai amélioré la qualité des informations utilisées par mon cerveau pour prédire le mouvement de la saccade. La saccade, c'est vraiment un mouvement prédit. Et donc, je n'ai pas besoin de correction secondaire, donc je fais de plus en plus de saccades qui sont plus longues et plus efficaces. Les limitations, parce que cette étude, elle est quand même très sympa, mais elle a quand même quelques limites. Alors, le déséquilibre d'intervention, qui initialement ne devait pas être, mais on s'est retrouvé avec ce déséquilibre. Donc, on pourrait peut-être dire, comme les deux interventions, d'un côté, il y a une intervention orthophonique, de l'autre côté, il y a deux interventions orthophoniques et proprioceptives, on a peut-être un effet placebo. Et c'est une bonne question. Alors, a priori, non, parce qu'on a vraiment une taille d'effet qui est très forte, hein, à 1, et dans les autres études, en fait, on a une taille d'effet qui est à 0,3, 0,7. Donc, on aurait eu un effet placebo, on aurait peut-être atteint les 0,3, 0,7, et encore, mais on ne pourrait pas atteindre 1. Donc, ça permet vraiment oui, certes, on a un déséquilibre, mais quand même, c'est solide. La deuxième chose, ça va être, oh là là, 9, 10 enfants, c'est vraiment un petit échantillon. Donc non, ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors en fait, la taille de l'échantillon a été calculée par rapport à la puissance de l'étude. Donc on a fait une puissance d'étude à 0,9, donc ça veut dire que c'est une étude avec une puissance statistique très forte. En fait, on a besoin de grands échantillons quand on a une puissance d'étude qui est très faible, quand on a un petit effet. Par exemple, quand on a un effet à 0,3, 0,4, on a besoin d'avoir 500 000 enfants pour montrer l'effet. Quand on a un effet massif, on a besoin de très peu d'enfants. Donc, en fait, le fait de dire la petitesse de l'échantillon vraiment fait que l'étude n'est pas valable, non, c'est une erreur. Au contraire, si on est capable de montrer ça avec si peu d'enfants,
ça veut dire qu'on a vraiment un effet qui est massif de l'intervention proprioceptive. Ensuite, une autre limite, il y en a d'autres, hein, je vous en ai mis que trois. Hein. Une autre limite, c'est vraiment que, en fait, on a testé la prise en charge globale du traitement proprioceptif, mais on n'a pas testé l'apport de chaque axe. Quel est l'apport des prismes? Quel est l'apport de l'utilisation de cette stimulation buccale par les alphes? Quel est l'apport du sommeil? Et ça, c'est vraiment une limite. Et une dernière limite, c'est que je n'ai pas noté, c'est peut-être que le traitement proprioceptif seul, sans la prise en charge orthophonique, ne fonctionne pas. Ça, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas testé. Donc, en conclusion, voilà, ces résultats, bien sûr, doivent être reproduits en conclusion de l'étude. Hein. Il faut former des soignants, d'accord? Parce que là, on montre quelque chose qui est très solide et il est temps de former des soignants pour que les enfants soient pris en charge. Hein, on a quand même deux études de niveau A, donc c'est le plus haut niveau de preuve, hein, que ce soit l'étude de Patrick Garcia en double aveugle et cette étude qui est une étude qui est randomisée, contrôlée, longitudinale, prospective. Donc, on a vraiment là deux études avec des niveaux de preuve qui sont très élevés. Alors, et je pose la question, j'ai envie de dire qu'une fois que le diagnostic est posé de la dyslexie, ben, je pense qu'avant de continuer la prise en charge orthophonique, il faudrait que les enfants puissent bénéficier d'une prise en charge proprioceptive pour rendre vraiment la prise en charge orthophonique très efficace. Mais là, on n'a pas non plus démontré l'aspect synergique entre la prise en charge orthophonique et proprioceptive, mais moi, j'y crois, moi, c'est mon constat. C'est vraiment les deux associés. Ça fait vraiment quelque chose qui est, pour l'enfant, très sympa. Alors attention, ces résultats-là, ils sont très beaux, mais tout ça sont des moyennes calculées. C'est-à-dire que dans le groupe enfants orthophoniques seuls, on a quelques-uns qui ont vraiment bien progressé, 1, 2, 3 écarts types. Dans le groupe orthophonie et proprioception, il y en a qui ont régressé, -1, -2, -3 écarts types. Mais la moyenne de chaque groupe montre que le fait d'avoir ajouté la prise en charge proprioceptive, en moyenne, c'est bon. Mais individuellement, pour un enfant, ça peut ne pas être bon. D'accord. Alors ensuite, le traitement proprioceptif dure 4 ans. Là, on n'a que 9 mois de prise en charge. Et puis, voilà, au début, on arrive à régler les enfants, et puis parfois, on n'y arrive pas. Et parfois, il faut 1 an et demi, 2 ans pour réussir à régler les enfants. Donc, si vous avez des enfants où ça ne démarre pas trop, il faut persévérer. Hein, il ne faut pas avoir peur de retourner voir le soignement pour voir si tout est correctement stabilisé ou pas. Et puis, j'ai envie de dire, et le sommeil. Je pense que le sommeil, c'est vraiment un élément clé qui est vraiment très important. Donc, pour conclure mon intervention, en fait, c'est comment automatiser la lecture avec des données perceptives, hein, aléatoires. Je pense que ce n'est pas possible. Hein. Si j'ai des données aléatoires, je vais prédire des choses qui sont complètement erronées, ça ne va pas matcher, et ainsi de suite. D'accord. Donc, je pense que là, on approche quelque chose qui va nous permettre de comprendre la dyslexie, la dyspraxie et ces pathologies-là, et d'intervenir de façon assez efficace.